Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à un autre épisode d'En parole et en action. Aujourd'hui, on débute le spécial femme, en fait. Ouais. Et donc, pour l'occasion, j'ai avec moi Anne-Catherine Allô pour tout le co-animer. monde. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Oui. Je suis pas mal excitée du sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet qui est quand même deep, qui peut être aussi sensible, Ouais, c'est que vrai. je trouve que c'est important de parler. On va parler de la santé mentale. En fait, du témoignage d'une jeune femme qui a passé à travers une dépression nerveuse. Puis, c'était vraiment intéressant de lui parler. Donc, effectivement, c'est un épisode sensible sur la santé mentale. Donc, je voudrais juste avertir les gens que si ça pourrait, tu sais quoi, trigger, si ça pourrait déclencher quelque chose de négatif chez vous, de peut-être prendre votre temps à l'écouter. Mais notre invitée a été super vulnérable et très ouverte. Encourageante aussi. Encourageante. Donc, je vous l'encourage fortement à l'écouter. Alors, pour vous la présenter, Brunette, elle a 27 ans. Elle est d'origine congolaise, mais elle a grandi à Montréal jusqu'à ses 15 ans. Puis ensuite, elle a déménagé à Ottawa. Donc, elle est ici depuis lors. Elle travaille dans une compagnie de technologie et elle est mariée depuis 2019. Elle est croyante depuis longtemps, comme elle va le partager. Et elle était très impliquée dans son équipe de louanges et c'est ce qui a changé sa vie, comme elle a dit. Comment ça? Ouais. On vous laisse écouter l'entrevue, puis j'espère que vous allez bien aimer ça. Ouais, laissez-nous des commentaires. On est sur YouTube, comme vous savez. Si vous nous écoutez en audio, allez nous voir sur YouTube. Et laissez-nous des commentaires, des questions, puis nous envoyer des suggestions d'invités à balado@commercialeglise-le-sentier.com. Je vais vous répondre. Et puis, c'est ça. On est aussi sur Facebook et Instagram. Sur Facebook et Instagram. Donc, sur ce, bonne écoute. Bonne entrevue. Salut Brunette, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Oui, bien sûr. Oui, ça va bien. Enchantée. Enchantée. Merci. Alors, Brunette, il y a quelques mois, tu as partagé un témoignage très poignant sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui pour en parler. Alors, on aimerait que tu nous parles un peu de ton quotidien avant que toute cette histoire commence. C'était quoi ta vie de tous les jours? Ma vie de tous les jours, c'était quand même comme une routine. Pendant la semaine, j'allais au travail. J'allais à l'église quand même 3 fois par semaine parce qu'on avait des activités pendant la semaine et puis l'église le dimanche. J'habitais dans un appartement avec mon mari. On venait juste de se marier en 2019, si on retourne à 2019. Mais c'est ça, je travaillais, mais tout a changé, je pense, pour beaucoup de gens aussi en 2020, quand la pandémie a commencé. Alors, la routine a un petit peu changé, mais c'était quand même la même chose. On travaillait de la maison, puis on allait à l'église en ligne. Mais c'est ça, c'était la routine. OK. Puis, tu as dit dans ton témoignage que il y a quelque chose qui s'est passé pendant la première semaine... Non, pardon, excuse-moi. Pendant la semaine de ton premier anniversaire de mariage. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors, le jour de mon anniversaire de mariage, c'est le 7 juin. Ce jour-là, j'étais déjà dans ma dépression nerveuse. Wow. Ça faisait déjà 1 ou 2 semaines, mais les gens comme avaient pas encore... c'est comme s'ils savaient pas ce qui arrivait. Personne ne savait ce qui arrivait, mais j'étais déjà dans cette dépression nerveuse. Ce jour-là, je me suis trouvée dans mon balcon. C'était un jour vraiment difficile. J'avais un balcon j'étais au 2e niveau. Je me suis trouvée dans mon balcon, puis j'ai entendu comme une voix qui me disait de me pousser. Wow. Là, j'ai appelé, je pense que j'ai appelé ma mère. J'ai dit, oh mon Dieu, il y a une voix
qui me dit de me pousser. Puis là, j'essayais de re-rentrer chez moi, puis je pouvais plus ouvrir la porte. OK. Fait que j'avais peur. J'étais en train de frapper sur la fenêtre parce que mon mari, il dormait parce que pendant la dépression, je dormais pas. Puis lui, il restait réveillé avec moi. Puis lui, il dormait. J'étais comme, oh non, non, s'il vous plaît, comme je veux rentrer chez moi, je veux rentrer dans la maison. Il a entendu, il a ouvert la porte. Et puis, c'est là que mes parents ont dit, ils sont venus chez moi, ils ont dit, c'est assez. Wow. Tu dois aller à l'hôpital. OK, attends. C'est fini, on va reculer, je pense. Donc, OK. Donc, là, on est à ton premier anniversaire de mariage. Il y a un événement vraiment apeurant qui se passe sur ton balcon. Mais ça faisait déjà 2 semaines que tu étais dans ta dépression. Oui. On va reculer. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'en es rendu compte? Est-ce que tu le savais? Raconte-nous un peu tout ça. Ouais. Je me suis pas rendu compte de tout ça. C'était vraiment comme petit peu à petit peu, si je peux dire comme ça. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient en même temps. Okay. La pandémie c'était nouveau, c'était vraiment difficile. Dans ce temps-là, j'avais perdu mon job à cause de la pandémie. On s'était fait renvoyer par la compagnie que je travaillais pour. Et puis, dans ce temps-là, j'avais 3 oncles qui sont 3 oncles qui avaient un qui avait le cancer, un qui a eu un heart attack, et ils sont morts, ils sont partis de cette terre pendant 3 semaines, 3 oncles. C'est comme si un oncle mourait par semaine. Après ça, il y avait toutes les affaires qui arrivaient aux réseaux sociaux avec Black Lives Matter. Beaucoup de débats, beaucoup d'informations, beaucoup de gens qui parlaient pas, les gens qui parlaient trop. À l'église, ils savaient pas comment naviguer ça. Fait qu'ils parlaient, ils disaient rien, ils faisaient pas de statement, ils ont même pas dit Black Lives Matter. Beaucoup de choses qui m'ont rendu juste dans un point que je pouvais plus dormir. Je restais réveillée, puis j'avais beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions. Je savais pas comment naviguer tout ça. Alors, je restais réveillée. Ça a commencé comme ça. Je me restais réveillée pendant la nuit. Ça a pris 4 jours de rester réveillée pour que soudainement, mon amie, elle me dit « Oh, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que t'es plus la même. » Elle me dit « T'es plus la même, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui se passe avec toi. » Mais je savais pas. Les jours passent, je dors pas. Même pas 1 minute dans la nuit. Je dors pas, je mange moins. Et puis, ça a commencé. J'ai juste remarqué ça quand on m'a amenée à l'hôpital, mais ça avait déjà commencé de là. Wow! Fait que vas-y, Dina. J'allais juste demander est-ce que tu partageais à ton ami, dans le fond, que tu étais troublée, que tu dormais pas? Est-ce que les gens étaient au courant, en fait, dans ton entourage? Ma meilleure amie, elle était au courant. Elle a remarqué parce que c'est une infirmière. On a fait la même cours d'infirmier. Et puis, elle a remarqué parce que je dormais pas, puis j'écrivais des choses que d'habitude, j'écrivais pas sur les réseaux sociaux. OK, je comprends. Elle regardait tout ça, toutes mes posts, toutes mes histoires. Elle se disait, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, dans ce temps-là, j'avais déjà quitté l'église et elle savait comment cette expérience était troublant pour moi. Parce que j'étais à cette église pendant 5 ans. Puis j'étais vraiment une personne qui était vraiment impliquée. J'étais comme dans la louange, j'étais vraiment, comment on dit en français? Je pense involved. Impliquée, oui, c'est ça. Impliquée dans l'église, oui. Et elle savait que c'était quelque chose d'important pour moi. Puis elle savait que j'avais perdu mes oncles. Puis c'est comme si elle mettait les pièces ensemble, puis elle se disait, il y a quelque chose. Je la connais trop, il y a quelque chose qui va pas. Fait qu'après ce 4 jours-là très intense où est-ce que tu n'as pas dormi, que tu mangeais pas beaucoup non plus, c'est là que on te dit on t'apporte à l'hôpital?
après ces 4 jours-là, j'ai 3 plus de jours que je dormais pas. OK. Et Une puis, semaine, wow. après ça, c'est quand c'est vraiment, des fois, c'est difficile, si je peux être honnête, de me rappeler Ouais. exactement. Ouais. Parce Ouais. que j'étais pas là, j'étais pas au contrôle. Mhm. Alors, ça peut être plus de jours que j'ai pas dormi, Ouais. mais je me rappelle peut-être une semaine et demie avant qu'on m'a amenée à l'hôpital. OK. OK. Puis, c'est qui a pris cette décision-là, finalement, de t'apporter à l'hôpital? C'était mes parents. C'était fini pour eux parce que mon père, il avait comme des fois la mentalité africaine. Pour être honnête, avec comme quand quelque chose comme ça arrive, il dépend juste à Jésus. Et puis mon père, il disait c'est Jésus qui va la sauver. OK. Et puis ma mère est une infirmière et elle disait non, elle a besoin des soins Ouais. à l'hôpital. Ouais. Ils sont vraiment comme tout le monde avait Des différentes opinions. Même mes amis, ils disaient à mes parents, non, on l'amène à l'hôpital. Ouais. Mon mari, culturellement, lui, c'est aussi Jésus va te sauver. Ouais. On va prier, puis ça va passer. Ma mère a eu le mot final. Ouais. Elle a dit non, on amène ma fille à l'hôpital. Il y a quelque chose qui va pas. Comment t'as pris tout ça, tu sais, les différentes opinions des gens autour de toi, tu sais, j'imagine qu'il y a eu des discussions qui auraient pu être conflictuelles. Comment tu l'as reçu à ce moment-là? Ça l'a-tu juste ajouté comme une charge de plus sur ce que tu vivais déjà? Oui, exactement. C'était comme si les gens m'attaquaient. Il y avait des gens que je me disais, je peux plus leur parler parce que ma tête me disait que c'était mes ennemis. Mon mari était inclus là-dedans, quelques de mes amis, tout le monde qui voulait m'apporter à l'hôpital était un ennemi. Je me sauvais de tout le monde, je parlais plus, je répondais plus à mon message. C'est vraiment pas drôle, mais c'est bizarre parce que la seule personne que je me sentais vraiment bien avec, c'était ma petite sœur de 18 ans. Elle avait juste comme, pendant ma dépression nerveuse, ma tête me disait que elle me rappelait de Jésus, la calmeté, comme elle était juste calme. Tout le monde était trop élevé pour moi. Il se criait dessus. Elle était juste calme avec la situation. C'était la seule personne que je voulais parler. C'était la seule personne que je voulais être avec. Tout le monde, c'était un ennemi contre moi. C'est ça que ma tête me disait. Puis est-ce qu'à ce moment-là, t'avais encore... Est-ce que tu avais encore contrôle de tes pensées? Est-ce que tu étais encore toi-même? Comment c'était pour toi? J'avais perdu le contrôle de mes pensées. Les mots que je disais faisaient plus de sens. Okay. Comme, j'avais beaucoup de visions qui semblaient vraiment réelles. Je restais comme réveillée en écoutant de la musique. Beaucoup de rap, puis j'utilisais les mots de rap comme quand je parlais, c'était tout comme mélangé. Okay. Tout était mélangé. Wow. Et puis, j'avais des visions de quand j'étais enfant, et puis dans ce moment-là, j'avais aussi des visions spirituelles. Je voyais des enfants qui couraient à l'église. C'était vraiment beaucoup de choses. Des fois, je pensais peut-être que Dieu me parle dans tout ça. Je sais que c'est vraiment étrange, mais peut-être dans une partie de tout ça, Dieu m'a parlé. Même aujourd'hui, je pense que c'est vrai. Peut-être 10% de ce qu'il m'a montré était peut-être quelque chose que Dieu voulait me montrer dans tout ça, mais à la plupart des 90% de mes pensées étaient toutes chamboulées. OK. Wow. Mais justement, on voulait te poser si est-ce que tu sentais que Dieu, tu sais, malgré le fait que tu avais l'impression de perdre, tu sais, le contrôle sur tes pensées, est-ce que tu sentais que Dieu était là? Mais de ce que tu viens de me dire, je pense que tu disais quand même que Dieu réussissait à te parler au travers de tout ça. Est-ce que... Oui, je pense que Dieu était là depuis le début. Des fois, c'est dur d'expliquer ça aux gens qui croient pas à Dieu, mais je serais pas là si ça serait pas de lui. Même à l'hôpital, je chantais
à chaque jour dans ma chambre. Ouais. Puis les gens aux alentours, ils me disaient toujours, oh, tu chantes à chaque jour, mais des fois, il faut pas chanter, les gens essaient de dormir. Mais ils me disaient, oh mon Dieu, t'as tellement une belle voix, tu chantes toujours à chaque jour. C'est juste ça qui m'a vraiment aidé à m'en sortir. Alors, je Wow. sais que Dieu m'avait pas abandonné dans ce temps-là. Il m'a jamais abandonné, mais dans ce temps-là, je sentais vraiment sa présence, puis il voulait que je m'en sorte. Puis je me suis en sortie. Ouais, Gloire par la à lui, grâce pour de vrai. Dieu, vraiment. Wow. Est-ce que tu serais confortable de nous parler un peu de ton passage à l'hôpital? Est-ce que tu as senti que tu as été bien reçue là-bas? Quel type d'exercice ou est-ce que c'est de la médication? Si tu serais confortable de nous parler un peu. Oui, je suis confortable. L'hôpital, c'était une expérience quand même étrange. J'avais fait les soins infirmières à l'école. Ah, OK. Et puis, j'avais toujours des sentiments comment que l'hôpital, comment ils traitent les gens avec des problèmes de santé mentale. J'ai jamais vraiment aimé qu'est-ce que j'avais vu à l'hôpital. OK. C'est pour ça que je pense que je voulais pas y aller. Ouais, c'est sûr que... Mais quand je suis allée, ils m'ont mis directement dans une salle. Ils devaient me laisser là pour 48 heures parce que mes parents leur ont dit que il y avait une voix qui me disait que je devais me lancer. Ils devaient me garder comme sécuritaire dans une place pour 48 heures. Les étudiants à l'hôpital, les étudiants de profession médicale, ils me traitaient comme une chose intéressante, un cas intéressant. OK, ouais. Alors, quand ils me parlaient, c'est comme s'ils parlaient pas à une personne. Eux, ils voulaient juste voir quelque chose de cool. Okay. Je sais que c'est quand même bizarre, mais Ouais. c'est comme ça qu'ils traitent quand ils sont en train d'apprendre. Ouais, Quand je ils voient comprends. un cas étrange, ils traitent comme une personne de « Oh, c'est un cas cool », mais ils voient pas la personne qui est en train de souffrir en arrière de ça. C'était bizarre d'être dans cette situation-là. Puis après, quand ils m'ont mis dans un autre niveau pour la semaine, ils m'ont mis dans un autre niveau, j'ai vu des gens que j'étais à l'école avec avant. OK. Wow. Ça, c'était aussi étrange parce que là, je suis déjà dans je suis déjà dans une place vulnérable. Ouais. Puis je vois des gens que j'ai étudiés, puis je les ai pas vus, ça fait 3 ans, 4 ans. Là, ils me voient dans cette situation-là. Ça, c'était encore un peu étrange aussi. Ouais. Après ça, j'ai eu différentes choses qui m'ont arrivé comme comment on appelle, misdiagnose. Ils pensaient que j'avais comme un cancer dans ma tête. Ils m'ont amené dans un MRI. Wow. Ils ont essayé de voir, mais eux, ils communiquaient déjà avec mes parents que peut-être j'avais le cancer. Fait que il y avait beaucoup de stress sur mes parents, beaucoup de stress sur moi. Ils savaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils m'ont mis sur des médicaments pour m'aider à dormir. OK. Juste à la fin, je me sentais mieux. Puis je voyais qu'aux alentours, il y avait beaucoup de gens que je pensais qu'ils étaient moins mieux que moi. Puis ça devenait dangereux pour moi. Ça me faisait peur la nuit. Les autres patients? Oui, des autres patients qui devaient se faire mettre dans des chaînes? Des chaînes? Oui, dans des chaînes. Des menottes, plutôt, peut-être? Des genres de menottes comme des polices? Oui, exactement. Okay. Oui, ça me faisait peur parce que moi, je pensais pas que j'étais comme au même niveau de me sentir mal qu'eux. Fait que voir des gens qui étaient potentiellement dangereux à moi, ça me faisait peur la nuit. Je disais à mon infirmière, je me sens mieux, je peux rentrer à la maison, s'il vous plaît. Comme, je peux rentrer à la maison, continuer, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Quand j'ai parlé à une infirmière, elle a vraiment compris. Elle a vraiment parlé au docteur pour moi, puis elle leur a dit, cette personne-là, elle peut rentrer chez elle, elle peut continuer chez elle, laissez-la partir. Okay. Sans elle, je suis sûre que je serais restée plus de jours là-bas. Ouais. Puis quand tu dis continuer quoi? Quel genre de traitement tu pouvais continuer dans la maison ou que tu as continué à la maison? Oui, ils m'ont mis avec un psychiatrist. Un psychiatre. C'est comme une personne. Oui, exactement.
une personne qui allait faire comme des rendez-vous avec moi virtuellement à chaque semaine. Et puis, ils m'ont continué avec des médicaments. Je me rappelle plus exactement c'était quoi. Je sais qu'il y en a un qui voulait juste réguler Tes hormones? mes émotions. OK. Et puis une autre pour dormir la nuit. Ils m'ont mis sur ça pour 6 mois. J'ai vu ce monsieur visuellement. J'ai continué avec mes médicaments pour 6 mois après mon sortie de l'hôpital. OK. Puis après ces 6 mois-là, tu as cessé la médication? Oui, j'ai cessé la médication parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu n'es pas bipolaire, mais tu as eu une dépression nerveuse comme une personne avec cette maladie bipolaire. Ouais. C'est comme si tu as juste... On te dise pas que tu es bipolaire, mais tu as eu cette dépression-là. Mais il faut que tu continues avec les médicaments au moins pour 6 mois. Wow. OK. J'étais pas vraiment contente parce que les médicaments me faisaient pas sentir... Ça me faisait sentir mieux, mais en même temps, pas vraiment. OK. Il y a toujours des side effects de médicaments, puis je commençais à prendre du poids, je me reconnaissais même plus au miroir. Ouais. Ça m'affectait vraiment, mais j'ai dû me forcer à rester avec ces 6 mois-là, au Wow. moins. OK. Fait que quand tu es retournée à la maison, mis à part le traitement puis les rencontres là, que tu faisais, puis la médication, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans tes habitudes de vie après ton retour à la maison? Oui, j'allais plus à l'église. C'était vraiment un temps étrange parce qu'on avait quitté avant. C'était un des problèmes qui m'a apporté là, je pense. J'allais plus à l'église. C'était vraiment difficile parce que ça faisait vraiment partie de ma vie. Je devais maintenant me trouver à une nouvelle église, quelque chose à écouter en ligne. Et puis, j'avais plus de travail. Je travaillais plus parce qu'on m'avait fait renvoyer. Alors, j'étais juste à la maison, puis je faisais rien, vraiment. J'essayais de sortir parce que c'était vraiment important, c'était recommandé de sortir, de marcher, de parler aux gens quand je me sentais pas bien. Mais il m'avait dit, après la dépression, tu vas avoir un temps que tu te sens vraiment low. T'es comme... t'as pas vraiment d'énergie, puis il y a peut-être une tristesse qui va venir avec ça. Puis je l'ai senti, la tristesse, puis tout avait changé. J'avais plus de job, j'avais plus l'église. C'était quand même difficile. Je restais à la maison, j'essayais de sortir, mais c'était difficile pour quand même longtemps après. Puis c'est sûr que la pandémie, les lockdowns, tout ça, ça a dû tellement être difficile parce que personne ne pouvait se voir, là. Ouais. Exactement. J'avais juste comme mon mari. Puis des fois, mes amis venaient à ma porte, puis on se parlait, puis on sortait pour faire des marches parce que tu pouvais faire des marches dans ce temps-là. Mais c'était vraiment dur parce qu'il y avait rien à faire de fun, même pas sortir à un restaurant, manger, changer, aller voir un film. Alors, la pandémie a vraiment... je pense que ça a rendu la situation un petit peu pire. Oui, c'est sûr. Oui, c'est certain. Ça a eu un impact sur tout le monde. Je me demandais, durant ton épisode de dépression nerveuse, excuse, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre de ton entourage? Je pense que il n'y a pas une chose que j'aurais même écoutée, comme j'écoutais pas aux gens de toute façon. J'étais pas là. OK. Ils ont fait de leur mieux, puis je suis toujours vraiment, j'ai de la gratitude parce que je sais pas comment moi j'allais réagir. Je pense que ils ont mes amis qui ont dit et ma mère qui ont dit l'hôpital c'était le choix. C'est ça que j'aurais choisi pour moi. Si ma tête était la mienne pendant ce temps-là, c'est ça que j'aurais choisi. Alors je suis vraiment contente qu'ils ont vraiment comme ils sont discutés, puis ils ont vraiment comme... ils ont gardé cette opinion-là. Parce que s'ils auraient dit, OK, on attend, on ne sait jamais ce qui serait arrivé. So,
tout le monde a réagi d'une façon que c'était tellement nouveau à tout le monde. Ouais. Ouais. Personne dans nos entourages a eu une histoire comme ça. Personne. C'est tellement nouveau, je peux même pas blâmer les gens pour les choses qu'ils ont dit. Je suis vraiment d'une opinion que oui, Jésus peut te sauver, comme mon père disait, mais je suis aussi de l'opinion que les aides médicaux, c'est important, l'hôpital, c'est important. Les deux ensemble, c'est la meilleure solution. Tout le monde en fait leur mieux, je pense. OK. Puis, depuis que tu en as parlé publiquement sur les réseaux, j'imagine que les gens sont venus te voir avec des commentaires, avec des peut-être leurs propres témoignages. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens t'ont dit qui t'a vraiment touché ou peut-être que ce soit bon ou mauvais? Qu'est-ce que tu as reçu comme message? La plupart des messages, c'était vraiment comme merci, puis ça m'a vraiment touchée parce que c'était comme si, à cause que j'ai parlé, ils se sentaient plus confortables de parler de leurs problèmes. Et puis ça m'a choquée parce que il y avait beaucoup de gens des gens que peut-être tu penses même pas, Ouais. qui ont eu des problèmes, Ouais. étaient en train de m'envoyer des messages avec leur histoire. Puis merci, c'était vraiment comme une merci. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais pourquoi ils me disent merci? Mais j'ai réalisé que des fois, comme quand tu parles sur les réseaux sociaux, tu donnes ta voix à quelqu'un d'autre. Ouais. Puis ça leur donne un petit comme, pas pouvoir, mais comme une libération de pouvoir comme raconter leur histoire. Ça leur fait sentir moins seuls. Je pense que la solitude, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont senti, surtout dans la pandémie. Ouais. Ils se sont sentis seuls, les gens restaient chez eux, les gens n'avaient pas vraiment de famille aux alentours. J'étais vraiment chanceuse, mais je pense que les gens s'étaient vraiment sentis seuls. Alors, se sentir comme s'ils sont plus seuls parce que quelqu'un d'autre a aussi eu une expérience similaire que leur, ça m'a vraiment touchée de voir ça. Il y avait peut-être juste comme une expérience qui m'a touchée mauvaisement. C'était un employeur d'avant qui comme doutait que je serais capable de continuer de faire un bon travail à cause de ce qui m'avait arrivé. OK. Mais le truc avec moi, c'est que j'ai vraiment pris mon temps avant de repartir dans un travail. J'ai pris 6 mois où je travaillais pas parce que je voulais me sentir comme si j'étais prête. Mais c'est ça avec le stigma de La santé mentale. la santé mentale. Les gens, c'est comme si des fois, comment ils te voient, ça change, puis ils te voient comme je suis une personne fragile qui va craquer à chaque minute, mais c'est vraiment pas ça. Je suis une personne vraiment capable de continuer, puis de travailler fort, puis d'accomplir beaucoup de choses. Ça change pas cette partie de moi. Mais ça, c'est la seule chose négative que j'avais reçue. J'ai juste essayé d'expliquer, mais c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas convaincre quelqu'un, mais c'est correct. Ouais. Puis sinon, c'est quoi qui t'avait motivé de le partager, en fait, ton histoire, parce que tu aurais pu le garder pour toi? C'est vrai. Je sentais comme... quand je sens comme que mon cœur bat, je me sens poussée, je me dis toujours c'est quelque chose comme que Dieu veut que j'ai toujours cru, Dieu m'a toujours dit que ma voix, elle allait être utilisée. Okay. Puis je me suis toujours dit, oh, c'était ma voix parce que je faisais la louange. C'est sûrement parce que je chantais à l'église. Mais je pense que c'est à cause de la vulnérabilité de pouvoir écrire des choses comme ça et de libérer les gens. Je pense que c'est ça qui me disait. Puis dans ce temps-là, c'était les temps de vacances, puis Omicron continuait, les gens étaient seuls à la maison. C'est dans ce temps-là que les gens souffrent comme pas possible. Puis quelque chose me disait, juste écris ça, comme mets-le sur Internet. Il y a quelqu'un qui va être libéré par ça. Puis c'est comme ça que je l'ai écrit. Wow. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi le normaliser, puis essayer du moins d'enlever les stigmas, c'est d'en parler, tu sais. Fait que
c'est beau. C'est vrai. beau, tout à fait. Ouais, en tout cas, tu nous as touchés, nous. Oui, oui. C'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'est vrai. Merci. Ouais. Merci. Puis sinon, justement, tu sais, on parlait des fois que ça peut changer, la perception des autres de nous peuvent changer si on partage des trucs assez vulnérables. Est-ce que tu as senti que des gens dans ton entourage proche ont eu quelques jugements par rapport à cet épisode-là? Non, pas de jugement, juste c'est comme si à cause que ce qui est arrivé, mes parents, par exemple, ils m'appellent quand des choses arrivent dans le monde ou quand une journée va pas bien pour moi, ils m'appellent juste pour checker, mais je sais que c'est vraiment à cause de ça. Ils sont comme un peu comme hyper alert. Je sais pas comment dire ça. C'est comme ils veulent pas que ça m'arrive encore. Ouais, et puis c'est ça que j'ai vu avec les amis aussi. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'intense qui arrive dans le monde ou quelque chose comme j'ai plus de messages, j'ai plus de textes. Je pense pas que c'est une mauvaise chose quand ça vient des gens qui t'ont vu dans cet état-là puis qui veulent pas que ça t'arrive encore. C'est comme si tu as une accountability, quelqu'un qui fait sûr que tu continues à faire tes exercices, tu continues à mettre à prendre du break sur un petit post sur les réseaux sociaux. Les gens qui continuent comme à t'encourager de prendre les étapes que tu as prises pour te sentir mieux. Je pense que c'est plus ça. Puis ça me dérange vraiment pas parce que c'est pas une place que je veux me retrouver c'est pas une place que je veux retourner puis me retrouver dans ça. Alors, j'apprécie ces messages-là. Je pense que tout le monde a besoin de ces messages-là dans la vie. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Est-ce que je peux prier pour toi pour quelque chose? Tout le monde a besoin de ça, pas juste moi. Alors, j'apprécie vraiment ces choses-là. Écrivez à votre ami aujourd'hui pour voir si elle va bien. Faites votre check-in la semaine. Est-ce que tu savais, comment je présente ça? Est-ce que tu savais que ce qui se passait dans le monde et ce qui se passait proche de toi, dans l'église, au travail, est-ce que tu savais que tu prenais autant sur toi-même? Est-ce que tu savais que ça t'affectait autant que ça avant Black Lives Matter, avant la pandémie? Est-ce que ça a pris sur toi-même? Non, j'étais vraiment une personne qui était toujours, je disais toujours we keep on moving. Comme une personne qui gardait les émotions vraiment dans le fond. Parce que même dans ma dépression nerveuse, il y avait beaucoup de choses de quand j'étais enfant qui revenaient, des choses que j'avais juste pas comme j'avais pas processed, j'avais pas comme confronté, je pense, les émotions que je mettais juste dans mon cœur, puis je disais, on continue. J'ai juste pas pu continuer. Mon corps a dit non, on continue pas. C'est ça qui arrive des fois quand tu continues, mais tu fais pas des check-in sur toi-même. Tu te priorises pas dans le fond, puis tu penses aux autres personnes. Puis je pense que dans l'Église aussi, comment moi je donnais à l'Église, pas que c'est pas bien, mais c'est comme si je me priorisais pas dans tout ça. Puis tout le monde était plus important que moi. Tout le monde était plus important que mon mariage. Alors je donnais aux gens. Mais il faut des fois s'arrêter puis se dire, OK, est-ce que je veux bien? Est-ce que je me sens bien? Je pense qu'on continue. C'est ça qui m'a rendue quand même là. Puis mon corps a juste dit non, t'es fatiguée. Puis c'est là que tout a lâché, ma tête m'a lâché, dans le fond. Je savais pas que ça pourrait m'arriver. C'est vraiment un choc. Des fois, c'est quand même toujours un choc que ça m'est arrivé, mais ça me dit juste que personne n'est comme... invincible. Invincible, exactement. Il faut apprendre à mettre des limites, à dire non, à dire oui, mais plus tard. Pas juste
L'importance de prendre soin de soi, Ouais. puis de mettre ses limites, vraiment. Ouais, parce que tout ce que tu dis, c'est bien, right? De redonner aux autres, de donner son temps, de faire du bénévolat à l'église, de tout ça, mais en même temps, si on en fait trop, ben... hi. Puis tu sais, aussi, c'est super important, puis c'est bien, mais si on va pas bien, comment est-ce qu'on peut donner à l'autre si nous, on n'a même pas, genre, on n'est même pas bien intérieurement, tu sais? Fait que, Exactement. ouais. Est-ce que depuis, si tu veux partager, là, est-ce que depuis le temps, tu as trouvé une nouvelle église et comme bâti des nouvelles relations? En toute honnêteté, non. OK. J'ai trouvé des pasteurs que je garde proches, mais il y a toujours comme du trauma relié à l'église. Ouais. C'est vraiment dur maintenant de retourner dans une église. Je suis partie à une église peut-être 2 fois dans l'année passée, puis c'était ces pasteurs-là. Ces pasteurs-là, c'était des gens qui étaient, avant qu'ils m'ont même rencontrée, ils savaient mon histoire de qu'est-ce qui se passait à l'hôpital parce qu'ils avaient un ami proche qui leur disait « Oh, j'ai un ami à l'hôpital ». Ils commençaient déjà à prier pour nous. Ils nous envoyaient des messages. Ils étaient vraiment là. Puis ils nous ont jamais forcés à retourner à une église. Ils nous ont jamais forcé la main. Et puis ils sont toujours dans notre vie. Alors, je les considère quand même comme mes pasteurs. Ouais. C'est des gens que je peux aller avec. Puis je peux avoir des débats et puis dire « Oh, je me sens pas bien vers l'Église maintenant. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous réconcilier avec l'Église pour qu'on trouve une façon d'avancer? » Parce que je sais que l'Église, c'est une place que Dieu a vraiment désignée pour être une place comme de paix, d'amour, une place tellement bien. Et puis, c'est quelque chose que je veux que mes enfants ont aussi. On va à l'église ensemble, puis ils ont le choix d'y aller s'ils veulent. Et je veux pas être fâchée contre l'église. Il faut que je reconcilie cette relation-là. Puis, ces pasteurs, c'est des gens qui m'aident dans cette journée-là. Wow, OK. Ouais, c'est bien. Ouais, quand même. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un que son ami passe à travers des temps difficiles? Est-ce que tu as un conseil pour cette personne-là? Oui, je pense que c'est vraiment important d'écouter à quelqu'un sans dire vraiment comme sans donner des opinions fortes. Juste d'écouter, être là, parce que c'est ça que, quand je disais que ma petite sœur, c'était la personne la plus calme dans tout ça, c'est parce qu'elle parlait moins, elle écoutait plus. Elle me donnait pas, elle essayait pas de me dire « Ah, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. » C'était juste une personne qui écoutait tout ce que je disais. Ouais. Puis, des fois, c'est mieux d'être juste là pour ouvrir ton oreille, parler moins, écouter, puis essayer de comprendre quelqu'un. Si c'était quelqu'un qui était vraiment dans cette dépression nerveuse-là, je ferais tout pour essayer de l'amener à l'hôpital aussi. Ouais, je pense que ça dépend de ce que quelqu'un... Ça dépend. Mais quelqu'un qui dit qu'il a des pensées de suicide, des pensées que, oh, comme moi j'avais, que quelqu'un me disait de me lancer dans le balcon, c'est quelque chose vraiment d'important. Puis l'hôpital, je pense que c'est la seule façon vraiment que tu peux s'assurer qu'une personne va comme s'en sortir et va être mieux, surtout dans ces cas-là. Que quelqu'un a des pensées suicides, c'est vraiment sérieux. Faut vraiment pas se prendre à la légère. Mais si quelqu'un est juste en train d'avoir des mois qui sont quand même durs, juste sois là pour écouter, puis l'aider. Comme j'aime ça quand mes amis m'aidaient à faire les choses que j'aimais. Quand ils venaient puis ils écoutaient de la musique avec moi, ou quand je voulais juste aller prendre des marches dehors puis ils venaient à ma porte pour prendre des marches avec moi. Essayez de faire quelque chose que votre ami aime faire, comme qui lui donne de la vie, participer ensemble dans ça. C'est ça que je dirais. Ouais, c'est vraiment beau. Puis à l'inverse, pour la personne qui vivrait peut-être des signes de dépression nerveuse ou qui va pas très bien, quel conseil tu donnerais?
Je pense que je donnerais un conseil d'en parler. Je sais que c'est toujours ce qu'on dit, mais ça fait la différence. Comme je dis avant, je disais toujours on continue, sans en parler. Et puis, ça a résulté à beaucoup de choses qui étaient dans mon cœur que je savais plus comment confronter moi-même. Des fois, c'est dur de faire ça avec les gens les plus proches de vous. Alors, mon conseil, c'est d'aller aller faire une thérapie avec quelqu'un, aller chercher quelqu'un que vous pouvez parler sans peur de jugement, parce que c'est leur job. Des fois, c'est plus facile de dire des choses à ma thérapeute que de dire ça à mon mari, la personne que j'ai mariée. Des fois, c'est vraiment plus facile de parler au thérapeute de ça. Choisissez quelqu'un. Si c'est pas une thérapie pour maintenant, il y a beaucoup de ressources en ligne. Une amie, peut-être que vous êtes proche et que vous sentez à paix à vraiment dire tout avec. Trouvez quelqu'un pour en parler. Il faut juste comme ressortir ces émotions-là. Des fois, j'écrivais. Avant que j'ai trouvé ma thérapeute, j'écrivais juste pour sortir les émotions. Même faire un petit voice memo sur mon téléphone. Des fois, je parlais à mon téléphone. Laissez partir ça. Même dans la prière. C'est ça, la prière, moi, j'utilise ça des fois juste pour laisser sortir mes émotions. Et puis, je sens que Dieu me calme après que mes émotions sortent. Juste que ça sorte pour que vous êtes plus libérés. Mais des fois, ça prend vraiment quelqu'un qui est une professionnelle, un thérapeute. Ça prend vraiment ça. Fait que je disais, la première chose que je dis toujours, c'est en parler. OK. Merci beaucoup Merci, pour ton témoignage. On apprécie vraiment ta vulnérabilité, ton ouverture, que tu aies pris le temps dans tes vacances pour nous parler. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci à vous. Pour vrai, j'ai vraiment aimé mon temps avec vous. C'était un honneur d'en parler et j'ai hâte de le réécouter et de envoyer à mes amis qui parlent le français. Oui, Merci. Merci beaucoup.